D'un côté, pour Loïc Tanzi et Mathieu Dossevi, ce sera déjà un grand OM dès demain. Vous êtes confiants quant à la préparation des Marseillais, alors que Tidjane Yembo et Frédéric Verdier sont moins optimistes, plus pondérés peut-être sur l'idée d'avoir un grand OM dès demain. Qui veut commencer de part et d'autre? Moi, je suis toujours prêt à y aller. Vous battez pas, donc tu commences aussi. Allez, on va commencer donc avec peut-être ceux qui ne sont pas très confiants, avec Tidjane Yembo pour les 30 premières secondes de ce duel. Un grand OM, non, bien sûr, j'attends un OM compétitif, un OM sérieux, un OM dans la continuité de sa très bonne préparation, un OM gagnant, bien évidemment, pour prendre ces 3 points très très importants, mais un grand OM, c'est un OM avec des automatismes, c'est un OM avec des réponses aux doutes qu'on avait sur l'aspect défensif, notamment la saison dernière. J'aurais pas la naïveté de penser que l'OM sera prêt dès demain. Par contre, le grand OM, je l'attendrai en septembre, au moment où arrivera la Ligue des Champions, et ce duel aussi avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Réponse de Mathieu Dossevi. Justement, tu as évoqué les automatismes. S'il y a bien quelque chose sur lesquels on espère que l'OM va s'appuyer, c'est bien les automatismes de l'année dernière. On a l'habitude d'avoir un OM qui, à chaque intersaison, chamboule un peu tous ses effectifs. Là, ils sont dans une certaine continuité et c'est une très bonne chose. Donc moi, j'attends qu'ils puissent s'appuyer et qu'on puisse voir exactement ce qu'ils ont mis en place l'année dernière, avec même plus. On va aller à présent du côté de Fred Verdier. On a été, je dirais, depuis Marcelo Bielsa, un petit peu déçus parce que très beaux projets, souvent, des recrutements qui ont l'air beaux, des mercatos intéressants, souvent un peu remuants, un peu trop, et parfois des déceptions à l'arrivée. La deuxième saison de Zerbi, moi j'attends une grande saison de l'OM, mais j'attends pas forcément un grand OM dès demain. Demain, j'attends surtout un bon OM pour bien commencer, mais ce serait pour moi illusoire de penser qu'ils vont tout de suite tout exploser. En plus, face à un Stade Rennais qui est largement compétitif. La conclusion pour Loïc Tanzi. Ça va être un Olympique de Marseille ultra compétitif dès le début de la saison, tout simplement parce qu'ils sont au courant que le Paris Saint-Germain va probablement peut-être perdre des points ce début de saison parce qu'ils ont à peine repris la compétition et l'entraînement depuis une semaine. Donc l'OM a envie d'être compétitif très vite, a envie de montrer du jeu, du talent, a envie de gagner des points très rapidement et pas laisser des points comme ça, parce que si jamais l'OM veut essayer de concurrencer le Paris Saint-Germain, ce sera sur ce mois d'août que l'Olympique de Marseille peut essayer d'aller grappiller quelques petits points au Paris Saint-Germain. Donc je suis certain de voir un grand Marseille demain. Merci. On termine. On a une demi-seconde et 3 secondes. 3 secondes, c'est pas mal. La demi-seconde, personnel, merci. On va la laisser en pourboire, celle-là, je pense. Très bien. Les 3 secondes, quelque chose à ajouter, peut-être, Mathieu? Ils n'ont perdu aucun élément, ils se sont renforcés, donc j'attends du très grand. Bravo, messieurs, vous avez été brillants avec des arguments qui s'entendent de part et d'autre. Et j'ai une présidente extrêmement studieuse, une présidente qui prend des notes pendant les débats, qui compte les plus, les moins, avec une petite colonne, les pour, les contre. Présidente, qui vous a convaincu? C'était pas évident parce qu'ils ont des très très bons arguments et je trouve que finalement vous vous rejoignez sur ce que vous dites en fait, que l'OM doit être au rendez-vous dès demain. Surtout eux, quoi. Surtout eux nous rejoignent. S'il doit être au rendez-vous demain, ouais. ce sera un grand. Et donc je vais pencher pour Mathieu et Loïc. Voilà, Super Mathieu. Le point est donné à Mathieu et Loïc. Ça pourra compter effectivement au moment des quiz, puisque s'il n'y a que cela qui vous intéresse. Tiens, justement, il y avait une conférence de presse. On est en veille de match aujourd'hui et on a eu les premières informations, Jérémy, notamment sur cette équipe de l'Olympique de Marseille et sur ce à quoi il faut s'attendre face à cette équipe rennaise. Dans l'ordre, Leonardo Balerdi et le coach De Zerbi. Tous les matchs de la Liga, et je pense que ça va être un match très très dur parce qu'à Rennes il a des bonnes individualités. Je pense qu'ils sont en train de construire une équipe. Mais oui, on a beaucoup travaillé pendant toute la préparation et cette semaine en spécial pour Rennes. Je ne sais pas si on fait des choses semblables, mais je sais qu'ils sont très organisés avec des joueurs forts. Il faut qu'on réussisse à bien les interpréter, qu'on soit organisé et ordonné, qu'on sache tous ce que l'on doit faire. On se prépare pour ça en sachant que le match sera très difficile pour nous et pour eux aussi. L'Olympique de Marseille a disputé un certain nombre de matchs amicaux avec des succès et des résultats divers, quelques matchs nuls, 3 victoires notamment face à Gérone, face à Aston Villa pour la dernière en date. Pour vous, c'est une équipe qui est déjà à maturité. On a notamment vu Greenwood très en forme. On a eu le sentiment que finalement, malgré les ajouts de joueurs,
bon, qui pour l'instant certains sont blessés, hein, comme Paixão qui fait partie des recrues importantes. Vous avez l'impression que malgré cette agrégation de nouveaux joueurs, on va avoir quelque chose sur la continuité de ce qu'on a vu la saison dernière? Oui, parce qu'on a une colonne vertébrale qui s'est figée. Geronimo Rulli, Balerdi qui est resté, le milieu de terrain avec Rabiot, avec Pierre-Emile Højbjerg, évidemment Greenwood devant. On a étoffé tout ça avec différents profils que moi je trouve pertinents, d'avoir très rapidement renforcé le secteur défensif avec une valeur sûre, Medina, et un joueur peut-être un petit peu plus un pari avec Egan Riley. Il y a du travail aussi à faire sur les côtés. Et là, on a avec Weah un profil pareil qui peut jouer des deux côtés, qui est intéressant. Donc, moi, je trouve globalement que l'intersaison, elle est réussie. Mais pour moi, la nuance, elle se situe entre vouloir et pouvoir. Oui, l'OM aura l'ambition d'être très fort tout de suite. Mais le pourra-t-il sans, par exemple, un Paixão qui, dans le poids qu'on en attend dans le secteur offensif et par rapport à l'investissement qu'il représente, vous allez jouer sans lui jusqu'à justement mi-septembre. Et des éléments dans ton effectif qui te permet de pallier le fait que Paixão soit... Tu n'as perdu personne, tu le dis, tu n'as perdu personne. Donc, Paixão, il n'était pas là l'année dernière. Il y a quand même sur les côtés, il y aura au moins un joueur qui aura changé. Ton animation, elle a changé parce que Rabiot va avoir un rôle un petit peu différent. Donc c'est quand même de la mécanique de précision, tout ça. Un joueur comme Angel Gomez, il y a évidemment beaucoup de bénéfices dans ce qu'il apporte, mais il va falloir qu'il trouve une nouvelle émulation. Gouiri et Greenwood, ils étaient l'année dernière. Donc, là, tu as juste un ou deux joueurs qui se sont agrémentés à ton collectif. Là, c'est une composition probable. On n'exclut pas aussi la possibilité de voir Pierre-Emerick Aubameyang à gauche. Il a joué certains bouts de match préparatoires sur le côté gauche. Justement, on a parlé des ajouts. On va mettre de côté Paixão puisque ce ne sera pas pour tout de suite. Il ne reviendra pas avant la trêve internationale de début septembre. Mais la ligne offensive, c'est quand même Gouiri, on l'a dit, Mason Greenwood, Jonathan Rowe, Timothy Weah, Pierre-Emerick Aubameyang. On parle peut-être d'y ajouter Zegrova. Il y a aussi qui va rentrer dans la... Pardon, Amin Harit est là encore. Amin Harit, effectivement. On a aussi la possibilité. Neil Maupay, qui est quand même toujours au club. Ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous croyez en un fonctionnement évident de cette attaque marseillaise? Il y a trop de monde. Il faut clairement qu'avant la fin du mercato, il y ait des départs. 1, 2, voire 3 départs. Parce que si Zegrova arrive, ou Hamid Adli aussi, on sait qu'ils essaient aussi Adli de Leverkusen, tu peux pas faire toute une saison, même s'il y a la Ligue des Champions. Tu doubles les postes à la limite, mais tu peux pas les tripler quand tu es Marseille. Parce que s'ils se font sortir de la Ligue des Champions au mois de décembre, au mois de janvier maintenant, tu fais quoi derrière? Tu restes avec 3 joueurs par poste et tu as une fin de saison qui devient catastrophique. Je trouve que ce que vous avez dit est quand même important. Vous vous êtes repris au mois de janvier. C'est-à-dire que maintenant, on a non plus 3 mois et demi de compétition européenne. On a plus de matchs, 8 matchs. On peut quand même décemment penser, en tout cas avec ce nouveau modèle, que Marseille pourrait au moins espérer accrocher les barrages. Ça rajoute, on passe à 10 matchs. Donc en fait, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir des postes, allez peut-être pas doublés, mais doublés et demi? Il y a un autre paramètre, c'est la CAN aussi. Il y a des joueurs de l'OM qui seront concernés par la CAN et peut-être qu'il ne faudra pas trop dégraisser trop vite non plus parce que je pense qu'il y a quoi? Il y a Gouiri, tu parlais d'Harit peut-être aussi qui seront concernés. Aubameyang, oui. Donc c'est peut-être un truc que les... premier tour, donc bon. Oui, mais c'est peut-être un truc que les dirigeants aussi ont anticipé en se disant qu'il y aura peut-être un moment où tu auras besoin de plus de monde aussi, notamment en attaque. Mais doubler ou tripler, c'est jamais ça le problème en fait. C'est la qualité des joueurs qui vont être deuxième ou troisième. C'est donc l'ego, la compétitivité. Si les choses sont bien prédéfinies avant et que les joueurs le tolèrent et l'acceptent, il n'y a jamais de problème. Le problème, il survient seulement quand tu as des joueurs qui potentiellement peuvent être titulaires et qui vont revendiquer d'être titulaires après une bonne performance, après une entrée en jeu. C'est ça où généralement quand tu es remplaçant et que tu joues le jeu et que tu fais une très bonne rentrée, et que le match d'après, la récompense, c'est d'être encore sur le banc. C'est là où, des fois, l'ego devient un problème. Parce que d'habitude, c'est ta récompense. Je joue le jeu pour toi au niveau de l'entraîneur. Mais la récompense, au final, je ne l'ai pas parce que je suis encore remplaçant. Et il y a certains joueurs qu'on a cités là-dedans qui ont un ego pour être titulaire. Donc, c'est là où ça peut devenir problématique. Roberto De Zerbi a les armes pour gérer un effectif avec des égos parce que vous parliez à l'instant de joueurs qui pourraient s'estimer numéro 1 en puissance. Gouiri, avec sa deuxième partie de saison, ce serait logique. Greenwood, Aubameyang arrive quand même avec un certain statut. Timothy Weah de même. Jonathan Rowe, il n'a pas démérité la saison dernière. Il y a des matchs quand même. Il y a beaucoup de matchs. Oui. Surtout au début. Dès que la Ligue des Champions va arriver, il y a des matchs tous les 3 jours.
il n'y aura pas de problème. Le ouais, mais souci, tu sais très bien, il y a même une hiérarchie des matchs. Tu as un match de Ligue des Champions et un match de championnat. Être titulaire contre Angers ou être titulaire contre Bayern en Champions League, forcément, ce ne sera pas la même chose. Même si tu fais un roulement, c'est pas la même chose. L'avantage de Zerbia, c'est qu'il connaît quand même déjà la maison. C'était pas le cas l'an dernier. Il a fait des miracles avec Brighton. Il n'y avait pas des immenses stars partout, mais il y avait quand même des égaux. C'était de la Première Ligue. Et puis quand même, là maintenant, il a montré. Il y a eu des actes d'autoritarisme, presque plus que d'autorité l'année dernière. Il a montré qu'il était capable d'élever le ton. Il a montré aussi qu'il était capable de créer une hiérarchie qui était à peu près acceptée par tout le monde. Parce que l'an dernier, il y a tout de même du monde dans l'effectif. Et moi, je n'ai pas un souvenir, contrairement à certaines autres saisons, je n'ai pas un souvenir de moments de tension importants où tu sens qu'il y a des gars qui sont mis complètement de côté ou qui sont spécialement sous-performants, justement, quand ils sont en train de jouer. Autour du match à Reims, il y a eu le moment de Reims. Quand même un début de tempête. Oui, mais tu vois, sur 38 journées, et tout, monsieur. voilà, mais sur 38 journées, ça reste quand même relativement parcellaire, quoi. C'est un peu à côté. On a eu, je trouve, beaucoup moins de friction qu'on a pu avoir dans cette ambiance quand même très particulière de la commanderie. Il y en aura 34 des journées cette année. Oui, c'est ça, mais je veux dire, qu'elles soient 38 ou 34, ça reste quand même assez tranquille, quoi. Après un joueur comme Aubameyang, je me dis que il a 35 ans, peut-être que lui, il va comprendre aussi qu'il ne peut pas tout jouer tout le temps et que ça va être plus facile de le gérer. Enfin, il y a différents âges et différents joueurs. Exactement. L'âge, à mon avis, sur les mecs comme ça... Oui, mais il va comprendre à un moment qu'il ne peut pas enchaîner 3 matchs dans une semaine. Enfin, tu vois, tout Aubameyang qu'il est, bon... J'ose espérer que ça ne sera pas difficile. Quand même sur ce qu'ils sont capables de faire ou pas tous. Hein. C'est pas évident quand à un moment, quand il verra qu'il ne marque plus pendant 5 matchs parce qu'il est rôti, peut-être qu'il comprendra que l'entraîneur va le problème, c'est s'il marque. C'est là le problème. Par exemple, s'il marque, s'il est performant. Je pense vraiment qu'il va... Faut pas se mentir, à 35 ans, il aura peut-être un peu moins les jambes pour enchaîner. Oui. Mais rappelez-vous, son premier passage, il avait eu besoin de quelques semaines pour se mettre en route. Si aujourd'hui on tranche dans le vif et qu'on l'écarte... Oui, bien sûr, mais je veux dire par rapport à lui, son cas personnel, puisque là on est sur le cas d'Aubameyang, il y a peut-être aussi des gestions qui vont être en nuance en fonction de l'âge, en fonction des statuts. On sait évidemment que tout ça, ça compte dans un club, mais on n'a pas encore souligné l'importance aussi d'un Mehdi Benatia dans ce rôle-là, et c'est d'ailleurs ce qui ressort de ce documentaire très intéressant et très instructif que l'OM nous a délivré cet été, c'est qu'on a quand même la figure de Benatia qui, sur tout cet aspect un petit peu diplomatique dans le vestiaire, on sent quand même que les mecs, ils sont obligés de se mettre un petit peu au diapason de ce que lui il veut mettre en place, et il parle beaucoup d'excellence, il parle d'exigence du quotidien. La concurrence, c'est un paramètre qui concerne tout ça. Ouais, ça va être un vrai choix difficile d'ailleurs pour Roberto De Zerbi de choisir quel numéro 9 il va faire jouer entre Gouiri, Aubameyang, la gestion des égos. Si on regarde les statistiques sur leur dernière saison à l'OM, en fait c'est quasiment comparable. Gouiri, il joue 14 matchs, il met 10 buts et il délivre 3 passes décisives. Aubameyang, pour sa dernière saison à l'OM, on n'a pas pris en compte la saison dernière, même s'il est meilleur buteur en Arabie Saoudite, il avait fait 34 matchs, 17 buts, 8 passes décisives, donc c'est à peu près comparable. Mais s'il faut trancher, c'est quand même Gouiri qui dernièrement a une meilleure, mais plus de buts par match en tout cas. Meilleure dynamique. À l'OM quand même, au bout d'un moment, s'ils peuvent pas avoir deux numéros 9 et gérer deux numéros 9, il faut être capable, c'est un grand club, ils veulent devenir encore un plus grand club que ça sur la scène européenne notamment, et ils ont besoin de 2 joueurs marquants numéro 9, de noms et de joueurs importants à ce poste-là. Si aujourd'hui il y en a un qui n'est pas content, Benatia justement, très vite il va aller le voir, il va lui dire que si tu n'es pas content, tu prendras la porte au prochain mercato. Hein. Justement, messieurs, dames, on regarde la compo probable. On a parlé de la richesse de cet effectif. Cet Olympique de Marseille vous excite? Moi, je sais que personnellement, j'ai envie de le voir, ce match de demain. Et je sais que je vais avoir envie de regarder Marseille régulièrement. J'aime les coups qu'ils font, j'aime la tentative Egan Riley. On va voir ce que ça donne. J'ai envie de voir Angel Gomez peut-être passer un cran. Vous êtes oui, parce enthousiaste? On n'a pas l'impression qu'il y a eu des panic buys, on n'a pas l'impression qu'il y a eu des espèces de faits du prince, comme il y a pu y avoir avec Textor à Lyon ou d'autres, ou même Pablo Longoria lui-même. Hein. On n'a pas l'impression, le truc de Vitinha par exemple, un joueur qui vaut 30 millions, qui a quand même pour l'instant un bilan douteux, en tout cas en devenir. Je ne vois pas ça, tu vois. J'ai envie de voir. On ne sait pas. Hein. Il achète très cher. Pas. Il est payé très cher, mais on a envie de le voir. On a envie de le voir à gauche. On a envie de voir Timothy Weah à droite,
Dans quel rôle vraiment? Est-ce que ce sera un piston avec un volume de jeu incroyable ou est-ce qu'il sera capable de défendre ou est-ce qu'il sera quand même attiré par l'attaque? Angel Gomez, effectivement aussi. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Quel retour d'Aubameyang? Mais il n'y a pas un gars qui est arrivé dont je me dise, bon, bah lui, de toute façon, il est là pour faire jouer les utilités. On ne le verra jamais en Ligue des Champions. Et en championnat, il jouera de temps en temps. Vous voyez, je trouve ça très cohérent. Même collectivement. Moi, franchement, ce qu'on a pu voir l'année dernière sur certains matchs, c'était des masterclass de tactique, avec vraiment la patte de Zerbi qui est fait d'une transition très rapide après avoir attiré les attaquants adverses pour d'une passe ou d'une percussion pour casser quelques lignes et avoir du mouvement. Donc, moi, je suis vraiment impatient de voir s'ils sont capables de reproduire ça d'une façon encore mieux, parce qu'ils se sont, comme on a dit, maintenant aguerris et avec d'autres joueurs. Moi, je suis quand même assez curieuse de voir à quel point ils peuvent concurrencer le PSG, parce que ça a été un petit peu aussi le discours tenu par certains joueurs, par De Zerbi lui-même, qui dit qu'il veut se rapprocher du PSG. Et pour moi, ça sera aussi la confirmation qu'il a progressé et que son travail marche, c'est de voir comment il réduit l'écart avec le Paris Saint-Germain, parce qu'on a besoin d'un grand OM aussi pour redonner un petit peu d'entrain à cette Ligue 1, quoi. On ne peut pas avoir juste une équipe qui survole tout et derrière que ça se batte. Voilà. Donc je trouve que cet OM me donne envie. Et par rapport au PSG, j'ai besoin de voir comment ils vont se comporter. Une bonne présidente fait de bonnes passes décisives. La question a été posée à Leonardo Balerdi. Réponse directe et sincère. Les objectifs de l'OM, de nous, de l'équipe, en première, de le club, c'est de se qualifier au Champions League toutes les années. Mais aussi pour l'équipe, c'est de nous améliorer, de faire des choses mieux qu'avant. Et moi, personnellement, comme j'avais dit, de faire un meilleur Champions League et aussi d'essayer de réduire l'écart entre le PSG et nous. C'est bon d'entendre des joueurs assumer des ambitions importantes, parce que réduire l'écart avec le Paris Saint-Germain, ça veut déjà dire finir au moins deuxième, ça veut dire finir européen, et ça veut dire commencer peut-être à titiller petit à petit, en ayant une vision un petit peu moyen terme, le Paris Saint-Germain. Ça vous plaît, des joueurs qui enfin osent dire, plutôt que de dire on verra à la fin de saison? D'ailleurs, Roberto De Zerbi aujourd'hui a un peu botté en touche en disant vous me reposerez la question en fin de saison. Ce qui est intéressant dans ce que dit Balerdi, je trouve, c'est que c'est pas des rodomontades. On sent pas que c'est une espèce d'exocète préparé à l'avance où il veut balancer un truc qui est extrêmement costaud, même un peu excessif, en disant on va taper le PSG cette année, un truc pour faire plaisir aux supporters. Mais pourquoi il faut le faire? Là, il faut le dire en début de saison. Ouais, mais je trouve ça pondéré, je trouve ça bien. Ouais, mais bon, je trouve qu'il ne va pas trop loin. Je pense pas qu'il doit se concentrer sur Paris. L'année dernière, Abiba, il avait dit que c'était que 2 matchs dans la saison. Je pense qu'ils doivent faire leur championnat. Être concentré sur eux. Mais t'es l'OM, il faut dire que tu as envie d'être champion. Au bout d'un moment, tu peux pas tous les ans dire, même si t'es pas champion, c'est pas grave à la fin de la saison. Tu diras, on a essayé, on était à 20 points, on a fini à 10 points. Enfin, je sais pas, tu trouveras une excuse, mais quand tu commences la saison en disant, nous, attendez, on aimerait bien être deuxième, mais alors, si on est à 7-8 points, c'est pas si mal. Non, t'es champion quand même. Non, je pense que je suis d'accord avec toi, il peut avoir cette ambition-là, mais je pense qu'ils doivent se concentrer pour moi sur leur parcours seul. Je vous interromps un instant, juste pour dire que ça a été revu par l'assistance vidéo. Rodomontade, ça passe. Oui. Exocète aussi, les deux dans la même phrase. C'est carton noir. Non, mais là... on en est là. On tire vers le bas. On n'est pas du tout dans les mêmes trucs. Hein. J'ai pas compris, moi. Alors, je me dis que le public a été perdu. On tire vers le bas. Voilà. C'est un petit jaune. C'est un petit jaune. On soutient. C'était un pari. Et on soutient la langue. C'est un pari de mettre les deux dans la même phrase. Retournons à nos moutons, Tidiani. Cette volonté, et notamment, on l'a dit, avec cette équipe qui a décidé de doubler les postes, mais avec des joueurs de talent. On n'a pas décidé de faire justement, de créer une équipe Ligue 1, une équipe Ligue des Champions. Il n'y a que des joueurs qui potentiellement peuvent disputer leur place décemment pour aller disputer avec des champions. Il y a peut-être le problème des égos, mais il y a aussi justement cet objectif d'aller chercher Paris, d'aller titiller Paris. Il est atteignable ou c'est un vœu pieux? La nécessité d'avoir un groupe homogène, ça aussi, la direction en avait parlé au moment où a été évoqué le cas Paul Pogba. Et on nous avait expliqué que justement, ça n'avait pas été une hypothèse qui était allée au bout parce qu'ils ne voulaient pas déséquilibrer le groupe, que ce soit en termes de salaire, en termes d'ego, en termes de statut. Donc je pense qu'ils sont dans cette logique. Moi, sur les déclarations d'ambition, je pense qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes l'OM, donc vous ne pouvez pas avoir cette espèce de discours d'allégeance par rapport au Paris Saint-Germain parce qu'on va en faire une question de principe. Mais d'un autre côté, il faut avoir la lucidité de se dire... On fait un peu, en disant je veux réduire l'écart, c'est tu dis déjà que tu es plus faible.
Oui, mais quelque part, c'est logique. C'était oui, forcément plus fort que cette équipe du PSG. de réalité. Oui, non, mais là, je veux dire, si tu dis autre chose. D'autres vont te rétorquer, ils n'auront pas totalement tort non plus. Donne le championnat à Paris, on le joue pas. Mais non, mais tu vas le jouer. Mais tu sais que tu vas finir. En fait, ce que tu disais, c'est que tu dois finir pas avec 20 points d'écart, avec 10, peut-être avec 7. Mais tu sais que Paris, c'est quand même le champion d'Europe. Ils viennent de remporter la Supercoupe d'Europe. Ce serait quand même un peu culotté de te dire. Autant l'année dernière, il y avait plus d'interrogations. Ils ont 8 fois ton budget. C'est ambitieux, Ils ont 8 fois ton budget. Il n'est pas en train de dire on va jouer à la deuxième place. Non. Ça peut être réduit à un point d'écart. Tu diras, il fait une bonne saison. Mais ça peut être réduit. PSG, c'était génial. T'es réaliste quand même. On fait péter les champagnes. Non, mais là, t'abuses. Réduire l'écart, c'est d'être à proximité pour mettre au moins le doute. Et puis c'est une formule de compromis par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire que tu n'es pas dans cette allégeance absolue au Paris Saint-Germain, mais d'un autre côté, entre guillemets, tu pètes pas plus haut de ton cul. Et t'attends de voir ce qui va se passer sur le terrain. Parce que, comme l'a très bien dit la présidente, que je ne remercie pas pour ce carton jaune. Oui, mais péter plus haut que son bout. Je sais que c'est limite, mais il fallait se faire comprendre. Mais voilà, moi je trouve que c'est une bonne formule de compromis. D'un côté, tu essayes d'embarquer tes joueurs avec un discours mobilisateur et ambitieux, mais d'un autre côté, il y a la lucidité de se dire que tu es en concurrence avec la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Et il y a un autre point qui est quand même assez important, on l'a pas vraiment souligné, c'est la défense de l'OM, parce que pour moi, les problèmes défensifs ont quand même plombé cette équipe l'année dernière, et on ne sait pas encore où ils en sont, il faudra voir si, sur la durée, ils arrivent à régler ces problèmes, qui auront quand même joué de sales tours à des moments où, franchement, il me semblait pouvoir se rapprocher du PSG, et ça les a vraiment plombés. Donc, Medina est arrivé. Moi, Balerdi, je ne suis pas hyper fan de ce joueur. Il a encore des moments où il dégoupille quand même assez sérieusement. À voir si ça tient cette saison quand même. Surtout que c'est un jeu qui demande beaucoup de confiance. Exactement. On est tous d'accord autour de cette table pour dire que le Paris Saint-Germain n'ayant pas une préparation énorme, l'OM doit prendre des points très tôt dans cette saison pour mettre la pression. Ils doivent capitaliser absolument sur ce début de saison. Pour grappiller tout ce qu'ils doivent grappiller, ça c'est clair. Et puis l'OM doit s'imposer, à défaut d'aller chercher le PSG, comme la deuxième place forte du football français de manière incontestable par rapport aux investissements qu'il y a eu, une stratégie quand même agressive, avec un carrefour au niveau des droits télé et de la structuration des clubs. Aujourd'hui, l'OM doit décrocher le reste de la meute, à défaut d'aller chercher forcément le PSG. Même si Monaco sera probablement un adversaire redoutable dans cette course. Victoire de Loïc Tanzier et de Mathieu Dossili. Courte victoire tout de même. On prend quand même. Et victoire quand même. On prend quand même. Seule la victoire est belle. Seule la victoire. On prend les 3 points. Il faut savoir gagner 1-0 de temps en temps. Donc, voilà. On saura vous le ressortir quand vous vous plaindrez de la qualité, de la beauté du jeu de telle ou telle équipe, les esthètes.